Le train filait à toute allure, dévoilant des paysages à couper le souffle à travers les fenêtres. Malgré les 8 heures de voyage qui l'attendent, Amber a déjà l'esprit plongé dans le confort de sa maison. Un ajustement rapide de la durée de son voyage d'affaires l'a incité à monter à la hâte dans le premier train en direction de sa ville natale et des bras de son cher mari. La chance sourit à Amber. Elle imagine une soirée remplie de célébrations pour leur modeste anniversaire. Miles serait surpris de la trouver sur le pas de la porte. Ce soir, pensa-t-elle, ce sera une délicieuse surprise. Choisissant de ne pas l'avertir à l'avance, Amber a accepté l'idée d'une réunion authentique et inattendue. Nullement découragée par la perspective de ne pas être préparée à une atmosphère romantique, elle a prévu d'orchestrer elle-même la surprise. Des bougies et des pétales de rose, rappelant des scènes de films, guideraient le chemin de la salle de bain à la chambre à coucher. Une bouteille de vin, provoquant un léger vertige, agrémenterait la fête. L'amour d'Amber pour son mari reflète la révérence qu'elle ressentait les premières années. Bien qu'ils célèbrent officiellement leur 5e anniversaire de mariage, leur relation s'étend sur plus d'une décennie, depuis le lycée. Alors qu'Amber regarde par la fenêtre du train, les souvenirs de leur première rencontre pendant l'année de remise des diplômes envahissent ses pensées. Miles, le nouveau de la classe, a d'abord irrité Amber par son comportement effronté et arrogant. Le considérant comme un frimeur malgré ses prouesses scolaires, Amber a repoussé sa tentative d'engager la conversation sur son auteur préféré. Cependant, une révélation sur le passé difficile de Miles, qui a perdu ses parents et vit avec sa tante, a transformé la perception d'Amber. Derrière son apparence dure, elle voit un orphelin vulnérable. Intriguée, Amber décide de mieux le connaître au fur et à mesure que la vérité se dévoile. Leur relation s'épanouit. Le dédain initial s'est transformé en admiration. Environ un mois après leur première rencontre, Amber a accepté de sortir avec Miles. Leur premier baiser et leur première étreinte ont confirmé qu'elle était tombée amoureuse, un sentiment qui l'a accompagnée tout au long de leur voyage. Tout au long des années qui ont suivi le lycée, il y a toujours eu un lien fort entre eux. Ils ont décidé de fréquenter la même université, ne voulant jamais être séparés. Après 6 ans de vie commune, ils ont décidé de se marier. Le jour de la surprise, Amber est arrivée à destination en train et il était déjà 17 heures. Les premières ténèbres de l'automne s'étaient installées pendant qu'elle achetait tout ce qu'elle avait prévu. Malheureusement, elle n'a pas trouvé de pétales de rose, mais elle a trouvé des bougies parfumées, une bouteille de vin français et de la nouvelle lingerie qui, elle le sait, excitera Miles. L'anticipation du bonheur la submergea lorsqu'elle s'approcha de la porte d'entrée, qui était fermée à clé. Au lieu d'utiliser la sonnette, elle l'ouvrit discrètement avec sa clé. Sur la pointe des pieds, elle se dirigea vers la chambre à coucher. À l'insu d'Amber, Miles était dans la salle de bain et fredonnait pour lui-même. Alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la porte, son mari apparut inopinément sur le seuil et faillit glisser sur le sol mouillé. Visiblement décontenancé par cette rencontre surprise, sa voix était inhabituellement aiguë. Il était évident que Miles avait été pris au dépourvu, mais il se ressaisit rapidement. Il a maladroitement entouré Amber de ses bras, essayant de l'éloigner de la salle de bain. Ces retrouvailles n'étaient pas celles qu'Amber avait envisagées, mais elle attribua la brusquerie de son mari à la confusion et au choc provoqué par son arrivée soudaine. « Je suis également ravie de te voir. Mon voyage d'affaires s'est terminé plus tôt que prévu, alors j'ai pensé te faire la surprise », explique-t-elle. Miles, qui essayait encore de retrouver son calme, répondit « Tu es arrivé à l'improviste, bien sûr, je suis contrarié, mais allons vite à la cuisine. Je vais vous faire du café et nous pourrons nous asseoir et rattraper le temps perdu. Vous devez être fatigué de votre voyage. » Amber, avec un sourire, se libère un instant de son étreinte et dit « Je viens de descendre du train. Laissez-moi au moins me laver les mains et me rafraîchir un peu. En fait, ce serait bien de prendre une douche ou un bain avant le dîner. » Miles, effrayé, s'exclame « N'entre pas là-dedans. » Perplexe, Amber fronce les sourcils. Ce comportement étrange ne ressemble pas à celui de son mari. Elle demande « Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas dans la salle de bain ?» Miles répond nerveusement «
tout va bien. C'est juste que je ne veux pas que tu y ailles maintenant. » Amber a trouvé sa réponse si étrange qu'elle a immédiatement voulu ouvrir la porte pour voir ce que son mari cachait. « Ne sois pas bête, Miles, je vais juste me laver les mains. » « Tu suggères que je me lave et me douche dans la cuisine ? » Une surprise t'attend. Amber Heard a décelé une pointe de désespoir dans la voix de son mari et en a déduit qu'il avait caché son cadeau d'anniversaire de mariage quelque part dans leur maison. « Pourquoi n'irais-tu pas le chercher ? » « Je vais attendre ici, » propose-t-elle, doutant de la façon dont elle le trouverait. Amber s'inquiéta. Soudain, elle ouvre la porte de la salle de bain et reste bouche bée. Le sol était couvert de pétales de rose et la baignoire débordait de mousse et de pétales, des bougies allumées ornaient les bords, comme elle l'avait imaginé. Se retournant vers son mari, elle demanda « Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Explique-moi. » Il répondit avec une légère hésitation « C'est la surprise dont je t'avais parlé, mais tu ne savais pas que je rentrerais plus tôt, n'est-ce pas ?» Amber regarda Miles, essayant de comprendre ce qui se passait dans leur appartement. Miles commence à expliquer que j'étais en train de répéter notre rencontre, je voulais voir si tout se passerait bien. J'ai donc acheté des bougies, rempli la baignoire de mousse parfumée et les paré de pétales de rose. J'ai voulu faire un essai pour voir si cela te plairait. Amber regarde son mari, partagé entre le rire et les larmes. L'image de Miles plongé dans les bulles et les pétales lors de sa répétition l'amusait beaucoup. « Il n'y a que toi pour y penser, » dit-elle en riant, « tu sais, c'est exactement ce dont j'ai rêvé pendant tout le voyage de retour. Vous pouvez vérifier mon sac. J'ai acheté presque les mêmes bougies que toi, sauf que j'ai aussi acheté du vin et de la lingerie toute neuve. J'espère que tu n'as pas acheté de la lingerie pour moi avec l'intention de l'essayer pendant mon absence. » Amber rit de bon cœur et Miles, qui se calme peu à peu, se met à sourire lui aussi. « Eh bien, non, je n'ai pas pensé à acheter de nouveaux sous-vêtements, mais j'ai une autre idée de la raison pour laquelle un si beau bain ne devrait pas être gaspillé, » dit Miles. « Allonge-toi, repose-toi du voyage, et je vais aller chercher un gâteau et des fruits tout de suite. » Sans attendre la réponse d'Amber, Miles prend sa veste et son téléphone et sort précipitamment de l'appartement. « Eh bien, qu'il en soit ainsi, » se dit Amber. La romance n'est peut-être pas exactement ce que j'avais imaginé, mais c'est mieux que rien. Elle se déshabilla et s'enfonça dans l'eau agréablement parfumée, couverte de mousse. Les bougies crépitaient rythmiquement, leurs flammes vacillantes apaisant Amber. Fatiguée par le voyage, elle commença à se détendre et s'assoupit même un peu. Amber se réveilla en entendant le bruit de la porte d'entrée. Miles revenait du magasin, drapé dans une serviette en peluche. Elle se dirigea vers son bien-aimé qui s'affairait à préparer des amuse-gueules dans la cuisine adjacente au couloir. Par inadvertance, elle délogea sa veste de son cintre, et en la récupérant, elle découvrit par hasard une boîte en velours nichée dans sa poche. Avec un soin délicat, Amber en dévoila le contenu et fut subjuguée par la splendeur de la bague qui s'y trouvait. Un anneau d'or orné d'un diamant immaculé, un hommage approprié pour leur anniversaire de mariage. « Mon rayon de soleil », s'émerveille Amber, quel geste opulent. Cela a dû demander beaucoup d'efforts pour s'offrir une telle élégance. Nous ne nageons pas vraiment dans la richesse, et pourtant tu as réussi à faire ça pour moi. Décidée à préserver la surprise, Amber remit discrètement la bague dans la poche de sa veste, masquant ainsi sa découverte. Nonchalamment, elle rejoignit Miles dans la cuisine, où il avait déjà préparé un modeste dîner. Des bougies ornaient la table, complétées par un gâteau et des fruits frais, tandis que Miles, désormais détendu et jovial, débouchait une bouteille de vin. Tout au long de la soirée, Amber attend le moment où Miles présentera la boîte de velours tant convoitée, mais à son grand étonnement, il tarde à le faire, se laissant aller à des plaisanteries légères et à servir du vin. Perplexe face à sa réticence, Amber s'est abstenue de lui révéler qu'elle avait déjà aperçu le précieux cadeau. Supposant qu'il l'avait simplement oublié au milieu de l'agitation de la soirée. Déçue, elle s'est retirée au lit, ses espoirs d'une nuit romantique étant anéantis lorsque Miles s'est endormi avant elle. Se réveillant le lendemain matin pour trouver son mari déjà parti au travail, Amber saisit l'occasion de se détendre après leur voyage,
en s'occupant des tâches ménagères. La veste de Miles pendait toujours dans le couloir, rappelant son départ, apparemment sans se soucier de la bague piquée. Par la curiosité, Amber récupère une nouvelle fois la boîte, mais ne la trouve pas dans la poche. Perplexe, elle revient sur ses pas, déconcertée par sa disparition, perdue dans sa contemplation. Elle repense aux événements de la veille, notant le comportement particulier de Miles. La boîte était là, la bague était là, se rappela-t-elle, mais le comportement de Miles restait une énigme. Dans ses yeux, il y avait un sentiment de peur alors que la baignoire se remplissait de délicats pétales de rose. C'était curieux, car il avait l'habitude de se montrer très persuasif, même pour les tâches les plus simples. La situation était étrange. La femme attendait que son mari rentre du travail, avec la ferme intention d'avoir une conversation sérieuse avec lui. Cependant, pour une raison ou une autre, Miles a d'abord pris beaucoup de retard. Il ne répondait à aucun appel et il s'est avéré par la suite que son téléphone n'avait plus de batterie et qu'il n'y avait pas de chargeur en vue. Lorsqu'il est finalement arrivé à la maison, il avait l'air fatigué et peu familier, refusant immédiatement de dîner et se dirigeant directement vers le lit. Amber se demande ce qui lui arrive. Elle n'a pas pu dormir cette nuit-là, et le lendemain, un événement est venu tout éclaircir. Par hasard, Amber a surpris une conversation entre collègues au bureau à propos d'une bague. Elle était absolument magnifique. Elle s'interroge sur les pierres précieuses qui l'ornent. C'était pour célébrer une petite étape dans leur relation. 3 mois après le début de leur relation, Amber aurait préféré quelque chose de plus cher, connaissant ses préférences, mais son petit ami était encore jeune et ne gagnait pas beaucoup, même s'il avait des perspectives prometteuses. Amber ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait et voyait. Son amie Stéphanie exhibait la même bague que celle qui se trouvait dans la poche de la veste du mari d'Amber il y a 2 jours à peine. « Waouh, quelle belle bague !» dit Amber en s'approchant de Stéphanie. « Tu as beaucoup de chance, mais pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu sortais avec quelqu'un ?» Stéphanie répond avec une pointe de honte. « Eh bien, tu sais. Je ne voulais pas porter la poisse. » Amber est déconcertée. C'est étrange. Tu avais l'habitude de courir me parler de tes nouveaux petits amis, même avant que vous ne commenciez à sortir ensemble pendant au moins une semaine. Amber n'arrivait pas à comprendre la gravité de la situation. C'est si grave que ça? Tu as l'intention de l'épouser ou quelque chose comme ça? Sans hésiter, Stéphanie a commencé à se vanter de la chance qu'elle avait avec son nouveau petit ami, à quel point il était attentionné, attentif et aimant. Amber regarde fixement son ami, incapable de comprendre comment ces deux-là ont pu la trahir de la sorte. Stéphanie et Amber s'étaient rencontrés au début de leur adolescence. Stéphanie n'avait que 17 ans lorsqu'elle a profité de l'absence temporaire de ses parents, très stricts, pour aller en boîte de nuit avec des amis. Peu habituée à l'alcool, elle s'est rapidement enivrée et ne s'est même pas rendu compte que ses amis volages l'avaient abandonnée. Pendant ce temps, Amber fêtait sa remise de diplôme avec ses camarades de classe lorsqu'elle a remarqué qu'un homme à l'allure louche était assis à côté de Stéphanie, vulnérable et en état d'ébriété, et qu'il versait à plusieurs reprises quelque chose dans son verre de cocktail. Déterminée et protectrice, Amber s'est approchée de la table et a déclaré « Eh, petite sœur, il est temps pour nous de partir. Notre père nous attend. » Alors que nous étions assis dans la voiture, le prétendant malheureux a sursauté en jetant un coup d'œil au groupe d'individus forts qui avaient entouré Amber. Remplie de peur, elle s'est rapidement tournée vers son père et a balbutié « Où allons-nous ? C'est chez toi, tu te souviens où tu habites ?» Amber a pris les choses en main et a appelé un taxi, veillant à ce que la jeune fille arrive à destination en toute sécurité. Stéphanie se sentait mal, très mal, et Amber est restée à ses côtés toute la nuit. Malgré leur différence d'âge, les deux filles sont devenues des amies proches, presque des sœurs. Amber, en tant que grande sœur, s'est occupée de Stéphanie, lui prodiguant des conseils avisés chaque fois qu'elle en avait besoin. Ses parents étant occupés et incapables de s'occuper correctement d'elle, Amber a préparé Stéphanie à entrer à l'université, le même établissement que celui où elle avait obtenu son diplôme. Elle a également aidé sa sœur dans ses études. Lorsqu'Amber s'est mariée, elle a demandé à Stéphanie d'être sa demoiselle d'honneur. Bien que Stéphanie ait souvent rendu visite à la famille d'Amber,
C'est au cours de la pause déjeuner qu'elle a tout détruit. Amber a abordé son amie calmement, en la regardant dans les yeux et en lui disant « Tu sais, j'ai déjà vu cette bague. » « Tu veux tout me dire toi-même ?» Interloquée, Stéphanie tente de se calmer, sachant qu'elle a été prise en flagrant délit. Amber la confronte, déclarant qu'elle a trouvé la bague dans la poche de son mari. Il a été révélé que Stéphanie avait une liaison depuis 3 mois. Amber a exprimé son incrédulité, comprenant pourquoi elle avait été envoyée en voyage d'affaires à la place de Stéphanie. Ne ressentant pas le besoin de se justifier, Stéphanie s'est rapidement mise en colère et s'est détournée. Laissée seule, Amber ressent l'amertume de la trahison des 2 personnes les plus proches d'elle. La douleur est insupportable. Elle s'est excusée du travail, prétextant un malaise, et est rentrée chez elle. Stéphanie avait probablement prévenu Miles, car il l'attendait déjà avec des pétales de rose, des bougies et une bague en or ornée d'un diamant. Se sentant indigne de tels gestes, Amber se demande ce qui s'est passé entre eux et où est passé leur amour. Est-ce vraiment fini? Notre rêve d'avoir un enfant est-il brisé? Miles, habituellement bavard, reste silencieux. Le silence les enveloppe tandis qu'il allume une cigarette, ajoutant à l'atmosphère pesante. Amber essaie de comprendre la situation. Aime-t-il Stéphanie? Qu'est-ce qui l'a attiré vers elle? Qu'est-ce qu'elle peut lui offrir de plus que moi? Est-il tombé dans le piège de la richesse de son père? Miles continuait à garder le silence, ce qui provoquait chez Amber une vague de haine à la fois pour lui et pour sa meilleure amie. Assez, c'est assez. Rompez le silence, faites vos valises et quittez mon appartement. Va chez elle, je ne veux plus être près de toi. Si tu ne pars pas maintenant, je pourrais faire quelque chose de radical. Je te méprise pour ce que tu as fait. Tu as trahi mes rêves et mes espoirs, tu as piétiné mes sentiments. Je t'en prie, pars, sinon l'un de nous 2 risque de ne pas passer la nuit. Amber sanglote de façon incontrôlable, tandis que Miles range silencieusement ses affaires. À un moment donné, il tenta de la prendre dans ses bras pour la réconforter, mais elle le repoussa comme un animal blessé. « Ne m'approchez pas !» hurle-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Miles prit son sac, enfila sa veste et jeta un dernier coup d'œil à la pièce avant de sortir. Lorsque la porte s'est refermée, Amber s'est effondrée sur le lit, épuisée, enfouissant son visage dans l'oreiller et poussant des cris de folie. Elle ne pouvait concevoir une vie sans la personne qui était devenue sa seule famille, qui lui avait apporté de la joie pendant tant d'années. Celle avec qui elle avait imaginé avoir un enfant. Son cœur est brisé, elle ne peut se résoudre à aller travailler, redoutant la rencontre avec Stéphanie. Elle décide donc de prendre des vacances autofinancées. Cependant, il a été révélé que Stéphanie a quitté l'entreprise le lendemain du jour où Amber a mis son mari à la porte. Elle n'aurait pas été affectée par la perte de son emploi, ses collègues ont supposé qu'elle avait de l'argent. Elle a déjà acheté une voiture à son petit ami. Mais n'en parlons pas devant Amber, qui était déjà dans un état de vulnérabilité. Cependant, Amber était au courant de tout ce qui se passait. Elle a vu le couple heureux passer devant le bureau où elle, l'épouse abandonnée, travaillait. Miles semblait être un homme normal. Ses collègues se demandaient ce qui l'avait attiré chez Stéphanie, alors qu'Amber, une fille brillante et belle, semblait avoir tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce que les hommes peuvent demander de plus? Ils étaient ensemble depuis le lycée. Peut-être s'est-il lassé, c'est compréhensible, les gens aspirent parfois à quelque chose de nouveau ou à quelqu'un de nouveau, ajouta au bavardage une femme plus âgée, parlant de son expérience personnelle, et s'est enfuie avec ma voisine. Qu'est-ce qui lui manquait? Je suis une femme au foyer supérieur à elle, et j'ai 5 ans de moins. Elle n'est même pas attirante. Mais il s'est lassé de moi. C'est comme ça pour nous, les femmes, dit une autre collègue, ne dites pas de bêtises sur le destin, l'homme a triché. Il voulait peut-être une vie plus facile. Amber aurait dû attendre un peu plus longtemps. Peut-être aurait-il repris ses esprits. Ils ont été mariés pendant des années. C'est une honte. Ils n'ont pas d'enfants, peut-être que cela leur aurait permis de rester ensemble. Vous dites n'importe quoi, intervient un autre employé divorcé.
Et qui peut dire que des enfants l'auraient arrêté? J'en ai 3, et où est leur père? Il élève les enfants de quelqu'un d'autre et ne pense même pas aux siens. Amber a de la chance. Elle n'a pas d'enfant de cette crapule. Quoi qu'il en soit, tous les collègues d'Amber ont eu pitié d'elle et ont compati avec elle. Amber était complètement déprimée. Elle avait du mal à dormir la nuit, ce qui se traduisait par des poches et des cernes sous les yeux au bout de quelques jours. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 10 ans. Eh bien, ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer, a finalement décidé une jeune employée du nom de Marie. Elle avait récemment rejoint l'équipe et travaillait aux côtés d'Amber. Je ne peux pas supporter de te voir souffrir, ne vous offusquez pas, je suis nouvelle et vous avez le droit de me renvoyer. Mais écoutez ce que j'ai à vous offrir. Je pense que vous avez besoin de vous occuper. Il y a 2 ans, j'ai vécu une rupture douloureuse avec mon petit ami, j'avais des pensées terribles, mais avec l'aide des services psychologiques, j'ai rencontré des bénévoles extraordinaires. Ils m'ont beaucoup aidé à l'époque. Nous nous réunissons plusieurs fois par semaine pour aider les personnes dans le besoin, notamment les personnes âgées, les sans-abri et les familles nombreuses. Tous nos bénévoles sont jeunes, joyeux et pleins de bonté, c'est le genre de personnes qu'il faut côtoyer en ce moment. Suivant le conseil de Marie, Amber a rejoint le groupe de bénévoles et s'est vite rendu compte que sa collègue avait raison, le fait d'être confrontée chaque jour à la souffrance humaine lui a fait peu à peu oublier ses propres problèmes. Elle se sentait comme l'homme de la parabole qui se plaignait de ne pas avoir de bottes jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui n'avait pas de pieds. Après tout, pensait Amber, ces 2 personnes qui se sont trompées l'une l'autre se sont trouvées et se méritent. C'est bien que je comprenne maintenant cela et que je réalise que toutes ces années, j'ai été entourée de personnes insincères et fausses. Maintenant que je le sais, pourquoi devrais-je être triste à cause d'eux, en particulier Stéphanie? Marie est simple, ouverte et digne de confiance, et je ne l'appréciais pas auparavant. Les angoisses personnelles d'Amber ont été reléguées au second plan, car elle s'est entièrement consacrée à soulager les malheurs plus urgents des autres au quotidien, qu'il s'agisse de veiller à ce que quelqu'un soit nourri, de lui apporter de la chaleur avec une tasse de thé fumant, de lui délivrer les médicaments dont il a besoin ou de lui offrir une veste réconfortante. Son attention était toujours tournée vers ceux qui étaient dans le besoin. Un vieil homme avait une chaussure usée, un autre souffrait d'une blessure à la jambe qui s'envenimait, mais au milieu de ces luttes permanentes, un événement décisif s'est produit qui allait changer sa vie à jamais. Lors d'une de leurs distributions de nourriture aux sans-abri, Amber et Marie ont remarqué un jeune garçon qui se faufilait dans la foule. Malgré son apparence relativement soignée, ses vêtements usés trahissaient une vie difficile. « Vous l'avez déjà vu ?» demande Amber en faisant un signe de tête vers le garçon, qui semble avoir environ 7 ans. « Non, il est nouveau », répond Marie. Nous voyons souvent des enfants issus de milieux difficiles, mais celui-ci semble différent. Il a l'air d'avoir faim, mais il hésite à demander de la nourriture. Amber se dit que le garçon s'est peut-être enfui de chez lui ou qu'il s'est perdu. Mettant de côté sa louche, elle s'approche de lui avec un sourire chaleureux. « Bonjour », dit-elle joyeusement, ce qui fait sursauter le garçon. « N'aie pas peur, comment t'appelles-tu ? » ?»« Je m'appelle Amber. »« Je m'appelle Yann », répond timidement le garçon. Sentant qu'il avait faim, Amber lui dit « Tu as faim ? Viens, je vais te donner à manger. » Le garçon hésite, rappelant les mises en garde de sa grand-mère contre les étrangers. Amber l'a rassuré en soulignant sa familiarité avec la communauté. « Beaucoup de gens me connaissent ici », explique-t-elle en faisant un geste vers Ben, un homme âgé qui prend son repas. « Tu es en sécurité avec nous, Yann ». Encouragé par la gentillesse d'Amber, Yann accepta l'assiette de nourriture chaude et commença à manger avidement, ses joues rougissant de chaleur. « J'aimerais pouvoir en apporter à ma grand-mère, elle a faim elle aussi », dit-il avec nostalgie en regardant son bol vide, inquiète de la situation de Yann. Amber lui demande gentiment plus d'informations. Malgré sa timidité initiale, Yann finit par raconter son histoire. Sa mère était récemment décédée des suites d'une longue maladie, probablement un cancer, le laissant à la charge de sa grand-mère âgée. Mais celle-ci était tombée malade à son tour, laissant Yann se débrouiller pour eux deux. La situation du jeune garçon était devenue catastrophique.
Sans aucun autre membre de la famille sur lequel compter, lui et sa grand-mère malade se retrouvaient seuls et sans défense. Au départ, une voisine leur avait offert son aide, mais elle avait disparu depuis, les laissant sans soutien. Ils n'avaient plus d'argent et n'avaient rien mangé depuis hier. Désespéré, le garçon a décidé d'aller en ville pour demander de l'aide. Il avait vu des gens mendier de l'argent, et si certains étaient généreux, il avait remarqué que vous fournissiez de la nourriture à ceux qui en avaient besoin. Cela l'a poussé à s'adresser à vous, Marie, pour demander de l'aide. Il a demandé s'il pouvait l'accompagner chez Yann. Amber a soudainement proposé qu'elle pouvait se débrouiller seule et qu'il se débrouillerait bien sans elle. Marie propose qu'ils partent ensemble et qu'ils apportent de la nourriture. Ils ont suivi Yann jusqu'à sa maison, qui ne ressemblait pas aux habitations typiques des sans-abri. Ce petit appartement était rempli d'amour et de soins de la part de ses propriétaires. Les commodes, couvertes de poussière, sont ornées de délicats napperons en dentelle. Une collection de livres, se comptant par centaines, était exposée derrière une vitre dans la bibliothèque. Yann a raconté que sa grand-mère avait mentionné que sa mère lisait beaucoup lorsqu'elle était enfant. Elle lui faisait également la lecture, mais il n'avait plus personne pour lui faire la lecture. Dans la chambre, la grand-mère de Yann est allongée sur le lit, essayant de se lever et de dire quelque chose, mais son élocution est altérée en raison de son mauvais état de santé. Amber la rassure rapidement en lui expliquant qu'ils sont volontaires et que son petit-fils les a trouvés. Ils avaient apporté de la nourriture et allaient lui préparer un repas. La femme a acquiescé et des larmes ont coulé sur son visage. Elle bredouille à nouveau, mais Yann se rapproche pour comprendre et répète les mots à haute voix. Mamie dit qu'elle a honte d'être allongée, mais elle est complètement affaiblie. Mamie s'est excusée de son impuissance, mais Marie lui a assuré qu'il n'était pas fâché et qu'il resterait pour l'aider. Marie a calmement dit à la femme que tout irait bien maintenant et qu'elle ne la laisserait pas dans le pétrin. Marie et Amber, dont la voix tremblante laissait transparaître l'inquiétude, ont aidé Yann à nettoyer la maison. Ensemble, ils ont préparé le repas pour leur grand-mère. Pendant qu'ils la nourrissaient, Yann a exprimé sa peur d'être emmené dans un orphelinat. Il a expliqué qu'ils avaient essayé de l'emmener avant même que sa grand-mère ne tombe malade, mais qu'elle s'était battue pour le garder. Maintenant qu'elle est malade, il ne sait plus quoi faire. Amber lui demande s'il a d'autres parents et Yann lui répond que sa grand-mère lui a parlé de son père, mais qu'il ne l'a jamais rencontré. La femme âgée a de nouveau fait un geste faible vers Yann, indiquant qu'elle avait elle-même besoin de soins, et lui n'était qu'un enfant. Yann est approché par sa grand-mère qui a quelque chose d'important à lui dire. Elle lui dit qu'il y a une photo de son père dans l'album de famille et lui demande de la retrouver. En réponse, Yann sort un vieil album de famille de l'étagère et dit qu'il sait où se trouve la photo. Il promet de la leur montrer. La photo représente un jeune couple joyeusement vêtu d'une tenue d'été. La mère de Yann raconte qu'elle a rencontré son père alors qu'elle travaillait comme institutrice dans une colonie de vacances. Leur rencontre a eu lieu à la mer, car son père était originaire d'une autre ville. En regardant la photo, Amber et Marie ont pu comprendre les difficultés émotionnelles auxquelles Yann était confronté en l'absence de ses deux parents. Elles lui ont demandé avec sympathie s'il souhaitait qu'elle l'aide à retrouver son père. Yann a timidement répondu que ce serait probablement une bonne idée, mais il était sceptique quant au fait que son père veuille le connaître puisqu'il n'avait jamais assisté à ses fêtes d'anniversaire. À ce moment-là, la grand-mère a faiblement appelé Yann pour qu'il vienne la voir. Il s'y rendit docilement et la serra dans ses bras. Les filles ont pu entendre leur conversation et ont appris que la grand-mère connaissait le nom du père de Yann. Elle leur a demandé de le trouver au cas où il lui arriverait quelque chose, car elle ne voulait pas que Yann reste seul. Elle a donné le nom de Joe Pierce, qu'Amber a noté dans son carnet. Elle rassure la grand-mère en lui disant qu'ils feront de leur mieux pour le retrouver et promet de lui rendre la photo en toute sécurité. Avec le nom complet de Joe Pierce et une estimation de son année de naissance, les filles ont rapidement utilisé les réseaux sociaux pour le rechercher. Elles ont découvert que le père de Yann vivait dans une ville voisine, qu'il était marié mais qu'il n'avait pas d'enfant. À en juger par ses photos sur les réseaux sociaux, il était clair que sa famille était financièrement aisée, puisqu'on les voyait poser devant de luxueuses demeures et conduire des voitures de luxe. Amber a signalé ses
détaille à Marie et a ajouté que la femme de Joe semblait avoir subi des interventions esthétiques, telles que des implants mammaires en silicone et un rehaussement des lèvres. Amber, cependant, affirme qu'elle ne devrait pas se concentrer sur la femme de Joe et se demande plutôt s'il serait prêt à les écouter ou à les repousser. Consciente de l'urgence de leur tâche et du risque d'aggravation de l'état de la grand-mère de Ian, les femmes décident de se rendre sans tarder au domicile de Joe. Elles ont reçu l'aide d'un bénévole qui avait accès à l'adresse de Joe grâce à son frère policier, utilisant le numéro de la plaque d'immatriculation pour retrouver l'information. Cependant, en raison d'une blessure de dernière minute à la cheville, Marie a dû rester sur place, ce qui a poussé Amber à agir seule. Marie suggère de reporter la visite de quelques jours, mais Amber n'est pas d'accord, soulignant la nécessité d'agir rapidement avant que l'état de santé de la grand-mère de Ian ne se détériore et qu'il ne se retrouve seul. Amber insiste sur le fait qu'elle n'a pas besoin d'aide et annonce sa décision de ne pas reporter ses projets. Elle souhaite que Joe s'occupe de sa cheville et qu'elle l'appelle plus tard dans la soirée. Amber repéra facilement la maison de Joe, qui se distinguait des maisons voisines par l'impressionnante demeure qu'elle avait vue en photo. Cependant, elle eut du mal à s'approcher de la maison en raison de la présence d'une haute clôture entourant tout le périmètre, ainsi que de caméras de surveillance accrochées au portail. Dans un premier temps, Amber envisage d'attendre que Joe sorte de la maison pour pouvoir lui parler. Mais, réalisant que Ian avait besoin de son aide ailleurs, elle renonça à son hésitation et appuya fermement sur la sonnette du portail. Elle déclara à la personne à l'autre bout du fil qu'il s'agissait d'une affaire privée urgente concernant Joe Pierce. Amber fut surprise de voir à quel point elle était convaincante. À sa grande surprise, la femme qui répondait à la porte était probablement la gouvernante, et non Joe lui-même. Elle insiste sur l'urgence de l'affaire et demande à savoir si Joe est chez lui. Elena, la gouvernante, propose à Amber de parler directement à Joe. Une voix masculine accueille Amber au bout du fil et s'identifie comme Joe Pierce. Amber confirme son identité et lui demande s'il connaît le nom de CLA Sora. Elle demande à Joe de venir à la porte, expliquant qu'elle a des informations importantes à lui communiquer. Quelques instants plus tard, le portail s'ouvre, révélant un bel homme qui semble préoccupé. Joe s'étonne de ne pas avoir eu de nouvelles de CLA depuis des années. Il s'interroge sur le but de la recherche d'Amber. Amber lui révèle qu'il a un fils nommé Ian, âgé de presque 7 ans. Elle montre à Joe une photo et affirme que Ian croit qu'il est son père et que Feu CLA est sa mère. Joe a été pris de court, exprimant son incrédulité à l'annonce de la mort de CLA et de l'existence d'un enfant. Avant qu'Amber ne puisse répondre, une femme est apparue derrière Joe, exigeant une explication d'un ton désapprobateur. Il s'agit de Beth, la femme de Joe, qui a remarqué, grâce aux caméras de surveillance, que Joe parlait avec une inconnue à l'entrée. Elle s'est empressée d'intervenir pour régler la situation. Bien que Beth soit légèrement différente de la photo qu'elle a prise sur les réseaux sociaux et qu'elle semble plus âgée que Joe, Amber l'a reconnue comme étant Beth. Joe a calmement assuré à Beth que le visiteur était là pour lui. Beth l'a reconnue, mais s'est interrogée sur les intentions de cette visite inattendue. S'il vous plaît, ne faites pas d'achat et demandez-lui de partir. Notre conversation est terminée, il serait préférable que vous rentriez chez vous. Joe tend discrètement une carte de visite à Amber et lui dit à voix basse, « Appelez-moi plus tard ». Il parle ensuite plus fort pour que sa femme l'entende et dit, « Merci ». Amber a vite compris que Joe souhaitait garder leur conversation secrète pour sa femme, elle n'a donc pas insisté davantage. Trouvant un café à proximité, elle s'installe confortablement à une table et compose le numéro de Joe une demi-heure plus tard. « Alors, quelles sont les dernières nouvelles ?» demanda Joe en arrivant. « Expliquez-moi » demanda-t-il. Amber commence, « Vous voyez ? Je ne suis qu'une bénévole et je ne suis pas tout à fait au courant de votre situation. Cependant, j'ai décidé d'aider le garçon dont vous avez fréquenté la mère il y a 8 ans. Ils ont eu un enfant nommé Ian, qui a environ 7 ans aujourd'hui. Malheureusement, Ian est dans une situation très difficile. Sa mère est décédée et il vit actuellement avec sa grand-mère malade. L'état de la vieille dame s'aggrave et Ian ne peut pas rester seul. Récemment, j'ai découvert qu'il avait un père,
et mon enquête m'a conduit jusqu'à vous. J'ai de la peine pour ce garçon, c'est un enfant si doux et si aimé. Il serait très pénible qu'il se retrouve dans un orphelinat. Yann est terrifié par cette perspective. Joe soupire et répond, je ne savais rien de mon fils. Je n'ai pas vu sa mère, Clara, depuis des années, et je ne savais pas qu'elle était enceinte et qu'elle avait accouché. Nous avons eu une brève histoire d'amour un été au bord de la mer. Lorsque je suis retournée en ville, je lui ai rendu visite quelques fois, mais comme nous vivions dans des villes différentes, notre relation a fini par s'estomper. Je tenais beaucoup à Clara, mais ma famille ne l'aurait pas acceptée. Amber, je n'ai pas révélé mes origines aisées lorsque nous avons commencé à nous fréquenter. J'étais frustrée par mes études universitaires et par le projet de mon père de m'envoyer travailler pour son associé à l'étranger. En rébellion contre tout cela, j'ai décidé de m'échapper et de profiter d'au moins un été pour faire ce que je voulais. J'ai accepté un emploi de moniteur et je me suis rendue dans un camp pour enfants au bord de la mer, complètement fauché. Les autres animateurs étaient tous des étudiants, des enseignants en herbe et des personnes au grand cœur. Cet été-là a été rempli de facilité et de plaisir. Parmi les animateurs, il y avait CLA, diplômée d'une école pédagogique. Comme nous tous. Elle était ravie de travailler au camp. Nous chantions des chansons au coin du feu et allions nous baigner le soir pendant que les enfants dormaient. C'est à cette époque que nous sommes tombés amoureux. Nous nous sommes choisis, mais notre amour d'été n'a pas résisté à l'épreuve du temps. J'ai dû partir en stage en Angleterre et à mon retour, 2 ans plus tard, j'ai épousé Beth. Je pensais souvent à la CLA avec tendresse, mais j'étais loin de me douter que notre idylle éphémère lui avait permis d'avoir un fils. Amber m'a demandé si j'accepterais de rencontrer mon fils. Elle semblait pleine d'espoir. Pourriez-vous honnêtement me dire si vous êtes d'accord ? Veuillez me communiquer leur adresse, je ferai tout mon possible pour venir dès que possible, peut-être même le lendemain. Mais qu'en est-il de votre femme ? Cela ne va-t-il pas la déranger ? Beth, oui, elle peut être très jalouse et autoritaire, mais pour être honnête, j'en ai assez de vivre ainsi. Je l'ai épousée pour faire plaisir à mon père. Beth est riche et sa mère a aidé ma famille lorsque nous traversions une période difficile. Cependant, c'est une personne très égocentrique qui me traite comme son bien. Elle ne veut absolument pas d'enfants, alors que j'ai toujours rêvé d'en avoir. J'ai vraiment hâte de rencontrer Yann. Alors ne vous inquiétez pas, je viendrai fidèle à ma parole. J'ai appelé Amber dès le lendemain. Tu es disponible aujourd'hui ? Tu pourrais peut-être m'accompagner parce que je suis un peu nerveuse à l'idée de rencontrer mon fils. Je ne l'ai jamais vu auparavant, et le fait que tu sois là rendra les choses plus faciles. Amber a accepté et s'est arrangée pour venir me chercher à l'heure prévue. Ensemble, nous sommes allés chez Yann. J'ai apporté quelques cadeaux pour lui, ai-je dit à Amber en chemin. Tu crois qu'il les aimera ? Je n'arrive pas à me souvenir de ce qu'un garçon de 7 ans voudrait. Ne t'inquiète pas, m'a-t-elle rassurée. Yann n'est pas un enfant gâté. Il sera heureux de votre seule présence, et les cadeaux que vous lui apporterez ne feront qu'ajouter à sa joie. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, sa grand-mère et lui n'avaient même pas de quoi manger dans leur maison. Nous sommes arrivés sur le pas de leur porte et Yann nous a accueillis avec un mélange de surprise et de peur. N'aie pas peur, Yann, lui ai-je dit. Faisons connaissance. Je m'appelle Joe. Me reconnais-tu ? Yann m'a regardé attentivement, mais il avait trop peur pour parler. Yann suggère timidement. Pour lui, tu es mon père. Je ne t'ai vu que sur des photos et tu as l'air un peu différent. Amber, qui avait tellement grandi, s'est agenouillée à côté de lui et l'a regardé en face. Tu vois, je suis différent sur ces photos parce qu'elles ont été prises il y a longtemps, 8 ans pour être exact. Entre-temps, tu es né et tu as tellement grandi. Yann acquiesce et Joe se présente à sa grand-mère. La vieille dame se sent soulagée, d'autant plus que le médecin lui a rendu visite à plusieurs reprises et qu'elle a commencé à prendre ses médicaments. Yann annonce joyeusement, « Mon père est là pour me voir, grand-mère ». Joe salue chaleureusement sa grand-mère et ils s'assoient tous pour discuter.
Amber suggère discrètement à Ian de laisser Joe et sa grand-mère parler seuls. Ton père est un homme bon et je pense que tu l'apprécieras, mais il est dans une situation difficile, explique Amber à Ian. Ian demanda si son père était marié et Amber répondit, oui, mais sa femme n'est pas très gentille, comme les belles-mères dans les contes de fées, comme Cendrillon. Ian se rendit compte que les contes de fées étaient généralement destinés aux filles, mais il n'avait pas peur des femmes méchantes. Amber rassure Ian, c'est bien, mais ton papa pourrait avoir un peu peur d'elle. S'il te dit qu'il ne peut pas t'accueillir tout de suite, ne te vexe pas. Je suis sûre que tu ne voudrais pas non plus vivre avec elle. Ian est d'accord et exprime son désir de rester avec sa grand-mère. Il ne voulait pas la quitter, surtout si une méchante femme vivait avec son père. Amber leur proposa d'aller rejoindre Joe et sa grand-mère, qui les attendaient probablement. À partir de ce jour, Joe leur rendit régulièrement visite, apportant des médicaments, de la nourriture, des vêtements et des jouets. Ils ont passé de bons moments ensemble, explorant la ville, allant dans des parcs d'attractions et dégustant des glaces dans des cafés. Bref, ils ont tissé des liens solides et Ian était satisfait de leur arrangement. Ils s'adonnaient à diverses activités agréables qui renforçaient les liens entre père et fils. Amber, une femme agréable, était devenue moins fréquente dans ses visites, car son travail et ses voyages d'affaires l'occupaient. Ian a dit qu'elle lui manquait et il a rappelé la gentillesse d'Amber à son égard et à celui de sa grand-mère. Joe a admis qu'il aimait aussi Amber et a suggéré de l'inviter à se joindre à eux lors d'une sortie en fin de semaine. Ian a soutenu l'idée avec enthousiasme, louant la gentillesse et la beauté d'Amber, la comparant à sa mère. Le garçon a souligné tout ce qu'Amber avait fait pour eux et a exhorté son père à l'appeler pour lui faire part de leur désir d'être amis. À l'invitation de Joe, Amber a accepté de les rencontrer pendant le week-end. Lorsqu'ils se sont retrouvés, Amber a salué Ian et lui a fait remarquer qu'il avait grandi. Ils discutent de l'amélioration de la santé de la grand-mère de Ian et plaisante sur le fait qu'elle envisage de se remettre à danser. Amber se tourne vers Joe, s'enquérant de leur bien-être. Joe, un peu gêné, lui a dit qu'ils avaient l'intention d'acheter une bicyclette pour Ian et qu'il demandait à Amber de l'aider à en choisir une. Amber, surprise et amusée, avoue qu'elle n'a jamais fait de vélo. Elle finit cependant par accepter d'apprendre aux côtés de Ian, malgré sa résistance initiale. Ian et Amber se sont retrouvés, lors de leur prochaine rencontre, sur des bicyclettes flambant neuves dans les allées désertes du parc. Amber, qui avait du mal à trouver son équilibre, a été soutenue par Joe lorsqu'elle a failli tomber. Ian pédale avec assurance et encourage fièrement Amber à suivre son exemple. Malgré quelques mésaventures, ils ont apprécié leur aventure à vélo. Amber a blagué en accusant son appareil vestibulaire d'être à l'origine de ses difficultés. Alors qu'il roulait, Joe a suggéré d'arrêter la journée, remarquant qu'une tempête imminente arrivait plus tôt que prévu. Les météorologues avaient émis un avertissement, les incitant à se préparer à rentrer chez eux. En arrivant à la maison de Ian, ils constatent que le vent fort a déjà commencé, signalant l'arrivée d'une tempête imminente. Après avoir fait ses adieux à son fils, Joe a accompagné Amber jusqu'à son logement. Il s'est gentiment porté volontaire pour l'aider à transporter son vélo jusqu'à son appartement. Cependant, avant qu'il n'ait pu faire plus de quelques pas, un coup de tonnerre se fit entendre derrière eux. Il s'est avéré qu'un vieil arbre avait basculé directement sur la voiture de Joe, coïncidant avec le début d'une forte averse. L'arbre colossal n'a pas pu être enlevé rapidement, ce qui les a empêchés d'évaluer l'étendue des dégâts subis par le véhicule. En quelques secondes, Amber et Joe sont trempés de la tête aux pieds. « Vite, Amber !» Dans la maison, hurle Joe dans le tumulte de l'orage. Ils se tiennent la main et se dirigent vers l'entrée en toute hâte. « Pourquoi tu ris, Joe ?» Amber cria au-dessus du bruit de l'orage, perplexe devant son amusement malgré son véhicule accidenté et son état trempé. « Je ne ris pas, » dit Joe en souriant, expliquant sa joie à Amber avec un souffle. Elle comprenait bien ce qui l'avait rendu heureux. De même, elle se réjouit que l'inévitable ait été accéléré par le hasard. Le matin arriva comme d'habitude après une telle tempête. Ensoleillé et doux, Amber hésita à déranger son bien-aimé, mais elle tapa doucement sur l'épaule de Joe en murmurant « Joe,
je dois être au travail dans 1 heure. Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Joe lui répondit par un sourire idiot et l'attira plus près de lui. Ce jour-là, elle ne s'est pas rendue au travail, invoquant la nécessité de s'occuper des conséquences de la tempête. Joe a envoyé un SMS à sa femme, l'informant de l'accident et la rassurant sur le fait qu'il était indemne et qu'il s'occupait de la voiture. Le soir venu, la voiture ne présentait que des dommages mineurs. L'arbre tombé a été dégagé et Joe s'est préparé pour leur voyage. La veille, il s'était arrangé pour que la grand-mère de son fils séjourne dans un sanatorium, et Yann devait se rendre dans un charmant camp de vacances au bord de la mer, où la mère de Joe l'avait rencontré un jour. Amber était ravie pour la grand-mère et le garçon, même si elle comprenait que Joe et elle avaient atteint un point de séparation. Son cœur se serra de tristesse en réalisant qu'il n'aurait aucune raison de revenir dans leur ville de sitôt, du moins pas avant l'automne. Mais elle accepte cette réalité sans regret. Pour la première fois de sa vie, Amber découvrait la profondeur de la tendresse qu'un homme peut offrir à une femme. Cependant, elle n'avait aucune raison de se tromper. Amber était tombée amoureuse de Joe au premier regard. C'était comme si quelque chose l'avait frappée directement dans la poitrine, là où l'on croit que l'âme réside. Dès qu'il lui a présenté sa carte et lui a murmuré « Appelle-moi plus tard », elle n'a pu s'empêcher de sourire. Tout au long de l'été, elle l'appelle souvent, ainsi que sa grand-mère. Bien qu'ils se manquent l'un à l'autre, ils sont heureux et satisfaits. Amber reçut quelques appels de Joe, qui la tenait au courant de sa rencontre avec Yann au camp le jour de la fête des parents et de sa visite à sa grand-mère. Amber, tu ne peux pas imaginer à quel point il est bronzé, s'exclame Joe avec joie. Le blanc de ses yeux brille sur son visage. Il a appris à nager et plonge comme un dauphin. Nous avons pensé à toi. C'est dommage que tu n'aies pas pu te joindre à nous, mais ce n'est pas grave. Amber s'est dit heureuse d'avoir parlé à Joe au téléphone et heureuse de savoir qu'il avait trouvé des amis. Joe a également mentionné que sa grand-mère ne s'ennuyait pas, qu'elle s'était fait des amis et qu'elle avait même trouvé un homme. Elle s'est même inscrite à un cours de danse, alors grand-mère va certainement surprendre Yann, a-t-il ajouté. Amber a exprimé sa gratitude envers Joe pour tout ce qu'il avait fait et l'a remercié d'avoir évité à son fils de se retrouver dans un orphelinat. Au fait, comment se passe ton bénévolat, demande Joe. Amber a répondu qu'il continuait à participer à leur groupe le week-end et qu'elle avait un nouveau mentor, une famille avec beaucoup d'enfants. Je n'ai jamais douté que vous étiez une femme extraordinaire. Si je peux faire quoi que ce soit pour aider cette famille, n'hésitez pas à me le faire savoir, a proposé Joe. Amber lui raconte ses années de bénévolat, en ne cachant qu'une chose, elle n'ose pas lui avouer que leur nuit de passion s'est soldée par une grossesse. Elle n'a divulgué cette information à personne, sauf à Marie, qui était devenue sa confidente pour les affaires de cœur. Marie l'interroge avec insistance sur ses projets. Je vais accoucher, bien sûr, répond Amber avec fermeté. Mais lui as-tu dit, demande Marie. Non, bien sûr que non. Indépendamment de ce que je pense de sa femme, ils ont une famille, et je me retrouve dans la position qu'occupait autrefois Stéphanie à mon égard. Marie ne comprenait pas comment Amber pouvait comparer ces différentes situations, mais Amber ne pouvait pas se débarrasser de la culpabilité qu'elle ressentait. Laissez les choses se dérouler naturellement, Marie. Je ne pousserai pas Joe à prendre des décisions. Il n'a pas pris d'engagement, et l'été se terminera quand Yann arrivera. Joe recommencera à revenir vers nous, mais cette fois-ci, il est arrivé à une heure précoce. Il a découvert Amber en train d'aider Marie à distribuer de la nourriture aux sans-abri. C'était inhabituel, car auparavant il ne venait que les jours de semaine, et il expliquait son absence à sa femme par des voyages d'affaires. Amber a remarqué l'arrivée de Joe et a poussé Marie en lui montrant du doigt avec un sourire. Pendant ce temps, elle doit soutenir Amber, qui est enceinte et a perdu connaissance. Amber était assise sur un banc à côté d'une table où se trouvaient des casseroles et une cruche d'eau. Quand Amber a repris conscience, elle a vu l'expression inquiète de Joe devant elle. Marie a rapidement rassuré Joe en lui disant que ce n'était qu'un incident mineur dû à son état de santé. Cela arrive, dit Marie, elle a juste été trop excitée et a besoin de faire une pause. Elle est fatiguée.
Joe a été surpris par l'état d'Amber, mais avant qu'il ne puisse réagir, Amber a interrompu Marie. « Pourquoi faites-vous cela ?» demande Amber. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi as-tu l'intention de rester silencieuse pour toujours ?» Joe prend soudain conscience de la situation et demande « Amber, mon amour, c'est ce que tu pensais ?» Amber a répondu évasivement « Cela ne change rien. Je ne briserai pas votre famille. » Joe, d'un ton sévère, a répondu « Et tu ne briseras pas la mienne non plus. » Amber a senti un frisson lui parcourir le corps. Elle se dit « Oui, c'est la fin. La fin de mon bonheur éphémère. » Au fond d'elle, une lueur d'espoir subsistait, espérant qu'un jour ils pourraient élever Yann et leur enfant ensemble. Cependant, il semble que le destin ait d'autres projets. Joe poursuit, impitoyable, « Tu as raison, ça ne change rien. » Après une brève pause, il poursuit en riant. « Parce qu'il n'y a plus rien à briser ou à changer. J'ai finalisé le divorce et maintenant je suis venu t'offrir ma main et mon cœur. » Amber objecta faiblement, « Mais qu'en est-il de votre maison, ton entreprise? Il représente beaucoup pour toi. » Joe répond, « J'ai réalisé que l'amour et la famille sont les choses les plus importantes au monde. Même sans mon ex-femme, je ne suis pas un homme pauvre. Il est temps d'aller de l'avant. Allons-y et rendons Yann heureux. » Sur ce, il sortit de sa poche une boîte rouge en velours, l'ouvrit et révéla une délicate bague ornée de diamants. Il s'est ensuite agenouillé et a dit, « Amber, mon amour, veux-tu être ma femme ?» Sous les acclamations des bénévoles, des sans-abri et des passants, Amber a donné son consentement à Joe. 2 jours plus tard, ils se sont retrouvés au bord de la mer. Après avoir obtenu la permission de la direction du camp, ils ont passé toute la journée avec Yann. Alors qu'ils s'approchaient de l'entrée du camp pour enfants, ils ont vu Yann courir joyeusement vers eux. Amber s'exclama joyeusement, « Oh, Yann, Amber est venue aussi, j'ai demandé c'est en mariage et elle a accepté de devenir ma femme. » Son père a déclaré qu'à partir de maintenant, nous vivrons ensemble comme une famille, et bientôt nous aurons le plaisir d'accueillir notre nouveau frère ou notre nouvelle sœur. Yann était ravi de les voir tous les 3 marcher tranquillement le long de la promenade, se délectant des chauds rayons du soleil d'été et respirant la brise rafraîchissante de la mer. Leur bonheur était sincère et ils attendaient avec impatience ce que l'avenir leur réservait. Avec une foi inébranlable et un espoir sans limite, ils ont embrassé le voyage qui les attendait.